Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Anthony Serra des Productions Serra et aujourd'hui je suis dans la salle Ikigai Academy de Jean-Marc Frignati avec ses professeurs Ahmed Boualem et Sébastien Barthès. Et il y a le caporal en chef de la brigade anti-mytho de la BAM, Cyril Diabaté, venu tout droit de la Snake Team. Donc merci beaucoup Cyril. Merci. Merci Jean-Marc. Donc je rappelle que la salle Ikigai Academy fait partie de l'Académie Pythagore d'Emmanuel et Fred Fernandez. Donc aujourd'hui, j'aurais aimé parler de certaines choses. Donc déjà, vous avez des réseaux sociaux. Donc Jean-Marc, tu as un site internet, des réseaux sociaux. Ça s'affiche à l'écran et c'est dans la description. Cyril Diabaté vend des vêtements. Il a... Entre autres, oui. Vous avez les liens dans la description. Il a un site internet, il a des réseaux sociaux, ça s'affiche à l'écran et c'est dans la description. Et j'aurais aimé parler de certaines choses, messieurs. Vous faites tous des sports de combat, vous êtes tous issus des sports de combat. Ahmed, boxe anglaise, kickboxing, full contact. Seb, MMA, grappling, lutte. Jean-Marc, judo, jiu-jitsu brésilien, MMA, kickboxing. Cyril Diabaté, qu'on ne présente plus, donc... qui a fait le Pride, qui a fait l'UFC, donc MMA, Muay Thai, Karaté, Shidokan, tout un tas de choses. Il y a des gens qui disent que les sports de combat ne sont pas adaptés à la rue parce que ce serait sportif. Il existe des systèmes d'autodéfense plus ou moins efficaces selon les systèmes et selon ce qu'ils proposent. Il existe des systèmes dits d'autodéfense ou de défense personnelle qui seraient plus efficaces que tout le reste et plus efficaces que les sports de combat pour la rue. Vous en pensez quoi? En fait, c'est quoi au final? La self-défense, c'est quoi? Et un système d'autodéfense efficace, c'est quoi? Cyril? Je pense déjà que le système qui prépare le mieux à un affrontement, à un combat, avec des coups, donc, à la douleur, au stress d'un combat, c'est les sports de combat, pratiqués en compétition, parce que on apprend à gérer la douleur, on apprend à restituer de la technique aussi, une fois qu'on a été frappé au visage, ce qui n'est pas évident. On apprend à restituer la technique sous état de fatigue, de souffrance, de stress, voilà. Et donc, pour moi, c'est les sports de combat en général, avec recherche de KO ou recherche de soumission, sont les disciplines qui préparent le mieux à un affrontement où on va être confronté à ces techniques. Voilà, tout simplement. D'accord. Et justement, entre quelqu'un qui, on va dire, un simple pratiquant et un compétiteur amateur ou professionnel, il y a quoi qui va changer pour aider la personne à être performante, pas que dans une cage ou sur un ring, mais aussi dans la rue? Jean-Marc, par exemple. Déjà, comme Cyril a parlé de stress, je crois que tant que tu n'as pas connu la compétition avec quelqu'un qui est là pour te démolir, hein, déjà, tu ne connais pas ce stress-là. Parce que même à l'entraînement, tu as beau te pousser au maximum, prendre les partenaires les plus durs, tu n'as jamais ce stress que tu vas avoir en compétition. Et là, tu es vraiment face à quelqu'un en plus qui est très fort face à toi et qui est là pour te démonter. Dans la rue, si tu as un affrontement, c'est rare que tu trouves quelqu'un, si tu as beaucoup pratiqué, quelqu'un qui a aussi beaucoup pratiqué. Ça peut arriver, mais bon, en général, tu tombes quand même sur des gens qui ont moins de pratique que toi, sauf dans certains cas. Et ce stress-là, tu l'as tellement connu aussi en compétition, avec une pression énorme et quelqu'un qui veut te casser la gueule, parce que quand tu es dans une cage de MMA ou même sur un ring de boxe ou même sur des sports de lutte, parce que les sports de lutte sont violents aussi, tant que tu n'as pas connu ce stress-là et cette angoisse et ce côté où tu es vachement en difficulté des fois, et il faut quand même s'en sortir, sans passer par la compétition déjà, je trouve que tu as loupé des étapes. Ouais. Si tu dois te retrouver en situation compliquée dans la rue. Parce que dans la rue, c'est quoi? Si tu as pratiqué, tu as des armes déjà, mais c'est surtout, est-ce que tu es capable de gérer ce coup de flip que tu as quand tu as une agression? Parce que je pense que la plupart des gars Cyril, j'imagine qu'il agresse personne dans la rue.
il va peut-être se faire agresser, mais lui, il ne va pas agresser. Les mecs connus ou les mecs qui sont bons ou même les entraîneurs de sport de combat, je ne pense pas que c'est des gens qui agressent au quotidien dans la rue. Ils vont peut-être se faire agresser de temps en temps. Et ce stress-là, ben, il le gère beaucoup plus facilement que quelqu'un de lambda qui d'un coup peut se retrouver en panique, surtout s'il n'a jamais fait de compétition, parce que tu peux perdre ta force physique, ta condition physique en quelques secondes. Hein, bah, c'est pas pour rien qu'il y a une expression, on dit les champions de la salle. Oui. On fait la différence entre un champion de la salle et un compétiteur, où on peut avoir des mecs qui sont à la salle, qui sont dans un environnement familier, qui arrivent à restituer la technique, qui sont forts à la salle, mais une fois en compétition, il n'y a plus personne. Ouais. Donc c'est bien qu'il y a une différence entre ce qu'on fait à la salle et ce qu'on fait dans une condition réelle. Et pour moi, la self-défense, c'est là où il y a un gros bémol, c'est ils font énormément de salles, mais il n'y a jamais de mise en pratique. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour Karaté Bushido avec Frank Ropers. Ils ont fait un extrait qui est sorti sur Instagram, qui a cartonné, où les mecs ne comprennent pas mes propos, parce que je dis, voilà, le prof de self-défense, pour être pertinent, il faudrait qu'il emmène ses élèves dans une cité malfamée et puis les mettre dans un hall de trafic, et puis les faire se confronter à la réalité des choses, parce que tant qu'on n'a pas été confronté à la réalité d'un combat ou d'un affrontement ou même d'une négociation, puisque on parle de self-défense, tu ne peux pas savoir ce que tu vas faire. Oui. C'est impossible. Oui. Et comme je disais, le champion de la salle, c'est un mec qui est capable de restituer de la belle technique dans un milieu safe, familier, dans une salle d'entraînement où il connaît tout le monde, mais qu'une fois qu'il est en compétition, il perd tous ses moyens. Et en self-défense, il n'y a pas cette transition de la théorie vers la pratique. Et donc, il y a un gros point d'interrogation et on ne peut pas savoir. En gros, on ne peut pas savoir, même si ça fait 10 ans de self-défense, on a fait 10 ans de self-défense, mais on ne peut pas savoir ce qu'on va faire le jour J, le jour où c'est important. Par contre, je pense que, par exemple, quelqu'un comme toi, avec tout le vécu que tu as, tu te mets à la self-défense où tu vas pratiquer certaines choses que tu n'as pas pu faire dans ta discipline, par exemple des attaques, je sais pas moi, avec une arme, n'importe quoi, ouais. Où là tu vas être très performant parce que tu connais déjà ce côté-là. Tu l'herbe sous le pied. Voilà. J'allais dire Seb, je crois que tu as pratiqué le Krav Maga. Donc justement, est-ce que tu penses que le Krav Maga peut être efficace seul et après un pratiquant de sport de combat qui pratique en plus le Krav Maga, est-ce que ça peut lui apporter quelque chose dans la rue? Alors, le Krav Maga seul, je pense pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le self-défense est fait sur des choses statiques et sur des choses codifiées. C'est-à-dire qu'on nous apprend à défendre un couteau, une arme sur des choses codifiées. Et comme on dit, la rue, c'est la rue, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... On ne sait pas, il y a un stress, une peur. Après, aujourd'hui, avec des sports de combat, peut-être. Parce qu'en fait, ça va être codifié différent, parce qu'au lieu d'envoyer un low kick dans la jambe, on va l'envoyer dans les parties génitales, mais on va avoir toujours une garde de boxe, machin, peut-être. Parce qu'on a été confronté, comme disait Cyril, à de la compétition, ou quelque chose comme ça. Mais tout seul, en fait, je pense que ça rassure les gens. Mais honnêtement, en ayant pratiqué les salles de self-défense, il y a peu de gens qui s'en sortiraient dans la rue. Alors, tu dis peut-être, mais pourquoi, quand on voit dans la quasi-totalité des cas et des situations réelles, pourquoi, quand on voit des vraies confrontations, pourquoi est-ce que les pratiquants de self-défense, même des grands maîtres d'arts martiaux, pourquoi ils essaient tous de faire soit de la boxe, soit du MMA, en faisant ça pas correctement en plus? Pourquoi leur technique ne ressortent pas? Pourquoi on ne le voit jamais? Parce que moi, je ne l'ai jamais vu. Parce que vous ne savez pas la personne qui vous agresse ou la personne en face, qu'elle va faire. Comment elle va faire les choses. Donc ça veut dire que si on ne sait pas, on en revient à faire de la boxe ou des sports de combat et que la self-défense, on ne peut pas l'appliquer ou pas? Comme j'expliquais, moi j'ai fait des cours, j'en ai pratiqué pendant 2 ans. Et aujourd'hui, vous voyez bien où je suis aujourd'hui, je suis dans une salle de sport de combat. Après, je critique pas, voilà, c'est un business à part entière, je pense, ça rassure les gens, ça les met en confiance peut-être. C'est ça le truc, c'est que c'est un business en fait. Il a mis le doigt dessus, il a utilisé le terme, c'est un business aujourd'hui. Le milieu de la self-défense utilise la peur qu'engendre notre société actuelle, notre société stressante et violente, pour vendre des abonnements. Pour moi, c'est ça. C'est un business.
il est lucratif. On a un coach, on vend des abonnements, on vend des équipements, un kimono ou un bas de survêt avec le sigle du style dessus. On vend des DVD, des stages, ainsi de suite. Mais au final, on ne vend pas ce dont on est venu chercher, c'est-à-dire une technique efficace qui peut se retranscrire dans la vie de tous les jours. Et même si ce n'est pas le but des sports de combat, parce que quand on fait des sports de combat, ce n'est pas pour apprendre à se défendre, en tout cas en compétition, ce n'est pas pour apprendre à se défendre dans la rue, c'est pour le bien-être que ça nous apporte et puis le sentiment de confiance en soi. Malgré ça, j'ai l'impression, enfin c'est même pas une impression, les sports de combat sont meilleurs, donnent des meilleurs résultats en self-défense que les styles de self-défense. Encore une fois, c'est question de stress, de mise en application, voilà, tu vois. Donc, d'ailleurs, tu as l'autre jour, j'étais avec un responsable de la BAC qui me disait qu'ils avaient arrêté la self-défense dans la police au détriment du MMA. Maintenant, c'est du MMA qu'ils font pratiquer pour la défense, vraiment, parce que c'est le système qu'ils ont trouvé le plus efficace pour intervenir, que les gars soient vraiment complets et en situation de stress face à des combattants qui savent frapper, qui savent agir. Voilà. Et par rapport aux self-défense qu'ils faisaient, par exemple, du Krav Maga, ils ont abandonné maintenant. Ils font des formations plutôt axées sur le MMA, plutôt que sur de la self-défense plus traditionnelle, on va dire, quoi. Toutefois, les zones, à mon sens, qu'enseigne la self-défense pour se sortir d'une situation difficile, elles sont intéressantes. Quand on vise les zones les plus faibles, c'est-à-dire les yeux, le cou, les parties, le sternum, moi j'ai pratiqué les sports de combat et en même temps j'ai travaillé beaucoup en discothèque, je crois que toi aussi d'ailleurs. Ouais. Et donc là, évidemment, tu es automatiquement plus dans la self-défense que dans le sport de combat. Malgré que le sport de combat lui-même va nous apporter des moyens d'esquiver des coups plus facilement, c'est-à-dire qu'automatiquement, quand tu as appris à esquiver des coups, surtout quand tu travailles dans un milieu où tu vas avoir affaire à des gens qui sont un petit peu en état d'ébriété ou autre, tu vas voir arriver les coups facilement, tu vas pouvoir les éviter beaucoup plus facilement que sur un ring, parce que le gars en général il est beaucoup plus rapide. Mais néanmoins, je reviens sur le fait que quand tu arrives à mettre 2 pouces dans les yeux de quelqu'un tu l'as déjà vu ça? Ah, moi je l'ai fait. Après, légalement, tu peux plus le faire. Déjà, c'est des choses que tu peux faire. Je veux dire, c'est-à-dire que, je me rappelle d'une situation où la personne, elle était en train de me serrer le cou comme ça. J'étais donc à la sécurité en discothèque. Et moi, je faisais que l'intérieur à l'époque. J'ai jamais fait l'extérieur, du moins la porte. La porte, c'était trop ingrat. La porte pour refuser des gens, pour moi, c'est trop ingrat. Mais par contre, la sécurité intérieure, là, automatiquement, ton rôle de gardien, quoi, des gens, de tes clients, là, il se fait sentir de façon plus pondérée. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, un jour, ça m'est arrivé qu'une personne me tenait par le cou. Eh ben, là, j'étais plus en situation de boxe. Tu peux pas esquiver quelqu'un qui te serre le cou. Eh ben, directement, j'ai mis mes 2 pouces dans les yeux, un coup dans les parties. Je l'ai fait. En plus, c'était facile. Et automatiquement, les coups dans les yeux, ben, le gars, il est aveugle pendant 5 minutes. Mais il faut y aller franchement. Et tu le sors. Enfin, moi, ben, il n'y a pas eu de... j'ai trouvé que c'était la meilleure façon d'achever le conflit. Ouais. Mais après, je pense que tu n'as pas besoin de faire de la self-défense pour faire ça. Ah non, mais... Tu peux être un combattant, tu vois, et puis tu te dis, bon, je fais ça par réflexe, mais tu vois, pour un peu survie. C'est mieux qu'un coup de poing, quoi. Ouais, voilà. C'est comme si tu sais donner un front kick ou un low kick, tu peux le balancer entre les jambes si tu as envie. Tu vois, tu n'as pas besoin d'aller en cours de self-défense. L'important, c'est de savoir faire son low kick et ton front kick ou ton... Tu vois, de savoir bien le gérer. Et gérer le stress. Voilà, gérer le stress. Ouais. Pour moi, de toute façon, le stress, pour moi, c'est la base. Bien sûr. C'est la base, parce que tu peux être même pas très formé dans les sports de combat. T'as des gars, hein. Moi, des fois, j'ai des petits jeunes, je sais qu'ils se battent beaucoup dans la rue. Bon, quand je les mets dans la cage, tu vois que le stress, ils le gèrent bien.
En plus, il le gère bien parce qu'il n'y a pas de couteau qui sort, il y a un arbitre, donc tout va bien. Parce que des fois, ils sont dans la rue, dans des guet-apens ou autre, et là tu as vraiment le stress. Là, c'est vraiment le gros stress que tu as. Alors, ça fait que quand ils combattent, même s'ils n'ont pas de la technique, ils arrivent à gérer même leurs conditions physiques. Tu connais le problème du débutant qui s'essouffle, même si c'est un gros sportif. En boxe, par exemple, c'est très stressant. Les gars, ils arrivent, des fois, ils ont fait, je sais pas moi, du crossfit ou autre. Et putain, en 1 minute, ils sont morts. Hein. Ils tiennent pas les gants, ils tiennent pas la distance. C'est pas un problème de manque de conditions physiques, c'est un problème de stress, tu vois, et d'angoisse. Ils savent plus respirer. Et le stress, pour moi, c'est majoritaire. Est-ce que tu es capable d'affronter cette situation ou pas? Si en plus, tu sais, tu as de la technique, une belle condition physique, un gabarit, ben c'est encore mieux. Mais est-ce que tu es capable de gérer ce qui va t'arriver à ce moment-là où tes jambes vont être sciées en deux et tu vas... Là où je te rejoins, c'est quand tu parles de conditions physiques. Là, dans la rue, la condition physique, elle va faire vraiment la différence. Quand tu as affaire à quelqu'un qui veut vraiment aller à l'affront, la condition physique, elle va te donner l'avantage. C'est-à-dire que tu vas pouvoir gérer ça. Par contre, je le faisais souvent. C'est-à-dire que les premières 30 secondes, ce sont les plus difficiles, mais une bagarre, elle ne dure jamais plus d'1 minute, 1 minute et demie. C'est rare que ça dure un quart d'heure ou 20 minutes. Tu vois, parce qu'il y en a qui gèrent plus. En termes de souffle, tu as pas le souffle, c'est pas un combat, quoi. Puis le gars, il n'est pas habitué à tenir 3 rounds, 4 rounds, 5 rounds, 6 rounds. C'est la 2 grammes. Après, les statistiques dans la rue d'une bagarre, ils te disent c'est 20 secondes, hein, statistiques. Mais, 20 secondes. Ouais, 20 secondes. Après, j'ai une question pour Jean-Marc et Cyril. Alors, bon, moi, j'essaie de pas trop critiquer parce qu'après, je me fais attaquer, mais disons que la self-défense, j'ai jamais été d'accord avec. Il y a des gars que j'aime bien, mais ce qu'ils font, je suis pas forcément d'accord avec et ils le savent. Mais du coup, comme j'ai toujours dit, en self-défense, c'est vrai que si on est là à 1 contre 1, que je te mets un crochet, forcément que c'est efficace. Si j'arrive à te mettre un seul coup et à te mettre, je sais pas moi, un gros coup dans la gorge, forcément que c'est efficace. Mais là, c'est un coup. Mais quand on voit des mecs arriver à enchaîner 4 ou 5 coups ou 6 coups sur quelqu'un qui ne bouge pas, qui n'essaie pas soit de s'extraire, soit de bloquer, soit d'esquiver, soit d'agripper, peu importe, c'est pas réaliste. Pire encore, quand on voit une nana, je sais pas, moi déjà, j'ai pas un gros gabarit, mais une nana qui a un gabarit inférieur au mien, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Est-ce que c'est réaliste et raisonnable de dire que face à un gars comme Cyril Diabaté, si la nana lui arrive là, qu'elle va réussir déjà à lui mettre des coups dans la gorge ou dans les yeux sans problème? Non. Moi, même en touchant les parties, elle n'y arrivera pas. L'impact ne sera pas le même. Et puis avec ce gabarit, tu vas pouvoir le gérer. Je veux dire, gérer la douleur, comme il te l'a expliqué, pour un combattant, surtout dans une situation de stress. Et encore moins quelqu'un qui fait 40 kilos de moins que toi. Mais attends, le mieux, c'est de poser la question à des gars concernés. Cyril, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de voir une nana ou un mec avec un tout petit gabarit te démonter? Non, mais sans aller jusqu'à là, moi j'ai déjà vu à la salle arriver des mecs qui venaient de commencer les sports de combat, qui mettaient les gants avec des compétitrices qui avaient un certain niveau de plusieurs années, et ne serait-ce que la différence de gabarit donnait un avantage aux mecs. Même si la meuf, elle avait 10 ans de boxe derrière elle, il y avait un tel déficit de puissance et de poids que le mec, il arrivait à la mettre en difficulté juste parce qu'il faisait 3 têtes de plus et 40 kilos de plus. Donc, bien évidemment. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est dans les cours de self-défense, on oublie le sexe de la personne, on oublie le gabarit de la personne et la propension à la violence. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui viennent souvent d'un milieu populaire, on va dire de cité, par exemple, qui ont été élevés avec un certain niveau de violence et qui arrivent dans un sport de combat et qui sont naturellement enclins à la violence. En tout cas, ils ont des facilités avec la violence, alors que le petit blanc-bec du 16e arrondissement, machin, qui a jamais été confronté à la violence, ça va être un choc pour lui. Donc,
dans les cours de self-défense, il y a tout un tas de choses qui sont mises de côté comme si ça n'existait pas. Le sexe, le gabarit. Est-ce que tu as un passif de violence ou pas? Est-ce que tu es doué pour la violence? Il y a tout un tas de choses qui sont complètement mises de côté comme si ça n'existait pas. Donc c'est complètement irréaliste. Et parce que on va mettre tous ces gens dans le même groupe, à suivre le même cours, comme si ces paramètres n'étaient pas importants. Alors que bien évidemment que c'est important. Tu vas pas t'entraîner à la violence. Un mec qui a un passif de boxeur, par exemple, qui a fait 15 ans de boxe, qui a 20 ans, comme une ménagère de 50 ans qui ne sait pas faire 10 pompes. C'est pas réaliste du tout. Et du coup, Jean-Marc, par exemple, une femme ou un mec avec un petit gabarit face à un gros gabarit, c'est quoi les clés pour le déstabiliser ou pour le vaincre? Déjà, ça dépend de qui c'est le gros gabarit. Si c'est Cyril, il est mal barré. Et si c'est un mec qui a jamais... Parce qu'il y a des gars qui ont des gros gabarits, mais qui sont des petits... Enfin, je veux dire, ils sont non violents. Si tu commences à les cogner, ils vont avoir peur, ils vont paniquer. Ouais. Voilà, et pourtant, c'est des gros gabarits impressionnants. Alors, c'est pas parce que tu n'as pas un petit gabarit que tu vas pas démonter un gros gabarit. C'est possible. Parce que tu as des gars aussi qui sont archi-violents, qui ont des petits gabarits. Après, tout à l'heure, c'est vrai que quand on a parlé du sexe féminin, ben forcément, il y a beaucoup moins de puissance physique. Donc, forcément, ça met tout de suite des grosses barrières. Après, faut pas tout mélanger aussi. Il y a agression directe, il y a agression... moi, je travaille dans un foyer d'urgence pour les jeunes. Il y a des jeunes archi-violents. Une petite nana, même si elle a 12 ans, si elle en a après toi, à peine il va tourner la tête, elle va choper un pichet, elle va lui mettre dans la tronche. Et ça, t'as beau faire de la self-défense ce que tu veux, c'est des agressions que c'est soit tu as l'intuition, soit tu l'as pas. Et tu peux avoir un petit gabarit et démonter quelqu'un de grand, mais ça dépend dans quelle situation. Tu as un petit gabarit, tu te mets face à un grand gabarit, tu lui dis allez, on se la donne, bon, tu démarres mal. Si par contre tu es un peu vicelard, tu as des solutions. Mais après, c'est pas parce que tu as un gros gabarit que tu vas être... Tu es plus avantagé à la base. Si en plus tu as un gros gabarit et qu'en plus tu as fait des sports de combat et qu'en plus tu as été compétiteur, le petit gabarit il est mal barré. Ouais, voilà. Les avantages ils sont quand même de l'autre côté. Moi, je ne conseillerais jamais à un plus petit gabarit d'aller emmerder un plus grand gabarit. Parce qu'on sait ce que c'est, nous, les grands gabarits. Toi, peut-être que c'est un peu plus dur, Cyril, d'avoir des plus grands gabarits. Mais nous, on est habitués. Et bon, quand tu prends un plus grand gabarit, tu sais ce que c'est, la puissance physique, quoi. Quand je m'entraînais avec Anthony, 140 kilos, bon, voilà, tu as l'impression d'être une marionnette. Hein. Et c'est vrai qu'une fille, je pense, de 60 kilos face à un mec de 90, elle se fait balader dans tous les sens, même si elle est compétente. Voilà. Non, je pense qu'il y a un vrai truc, un décalage avec la réalité dans la très grande majorité des cours de self-défense. Où, comme je disais tout à l'heure, on essaie de faire abstraction de trucs qui sont des paramètres qui sont quand même super importants. Le gabarit, le sexe, l'expérience avec la violence, toutes ces choses-là qui sont qu'on peut pas juste mettre de côté parce que ça nous emmerde et que ça va pas avec notre business, quoi. Après, je sais pas s'il y a des cours de droit, vraiment dans les cours de Krav Maga, dans les cours de... Parce que ça, c'est hyper important, les cours de droit. Et Cyril, s'il est emmerdé dans la rue, il n'a pas le droit de péter les deux bras de celui qui va venir l'embêter, sauf si vraiment il l'agresse violemment. Mais toi qui as bossé en boîte de nuit, c'est pareil, tu ne peux pas te permettre de fracasser quelqu'un. Moi, j'ai 2 gars ici, videurs, ils ont chargé, ils sont passés au tribunal il n'y a pas longtemps, et pourtant ils étaient en légitime défense, et pourtant ils étaient plus nombreux face à eux, et pourtant les mecs avaient foutu le bordel toute la nuit, et pourtant ils ont ramassé au niveau, quand ils sont passés au tribunal. Donc si tu connais pas le droit aussi, utiliser la self-défense n'importe comment, c'est pas possible. Voilà, tu peux pas fracasser un gars juste parce qu'il t'a mis une gifle, quoi. Donc ça, est-ce que c'est enseigné? Je sais pas. Parce que moi jamais. Toi, tu n'as jamais eu un cours de Krav Maga? Non, jamais. Non, c'est pas enseigné. C'est pas enseigné. Ça. Non. Mais après, il y en a qui disent. Pardon, je t'en prie. Non, je dis que moi, par contre, quand j'avais passé mon BPGEPS, on avait un cours de droit.
on nous disait, ah oui, Oui, en oui. BPGEPS, Ah oui, mais là, on avait un cours de droit, je veux dire, diplôme. par rapport à ce que l'on faisait, quoi. Mais Ouais, voilà. quand tu apprends à, comme tu dis, Krav Maga, grand coup de genou dans les testicules, choper à la gorge et tout ça, si moi demain il y a un gamin de 15 ans qui vient m'emmerder, je ne vais pas l'attraper à la gorge et lui mettre un coup de genou dans les testicules, tu vois. Je vais le maîtriser, je vais faire attention, Ah oui, je ne suis pas là oui, pour... évidemment. Et en plus, Voilà. ça c'est un truc aussi qui a tendance à m'agacer, c'est les fameuses techniques magiques de la self-défense, notamment les coups de pied dans les parties, comme si c'était forcément efficace. Moi, j'ai bossé beaucoup la nuit, j'ai reçu plusieurs fois des coups dans les parties, ça m'a jamais plié. Parce qu'il faut que ça soit au bon endroit, pile poil au bon endroit, que ça arrive avec une certaine force, un certain angle, et sans riper sur la cuisse, sans riper sur le jean. Et c'est pas évident de plier quelqu'un avec un coup de pied au parti, malgré ce qu'on nous apprend, ce qui est appris dans les cours de self-défense. Surtout qu'il y a un aspect qui est indéniable, c'est l'adrénaline qu'on a dans l'affrontement, qui annule beaucoup de 90% de la douleur. C'est pour ça notamment que dans un affrontement, des gens qui se prennent des coups de couteau, ils vont pas le sentir tout de suite parce que la gorgée d'adrénaline, on sent pas la lame qui nous pénètre et c'est le sang, c'est la vue du sang qui nous fait prendre conscience qu'on a été coupé. Mais la plupart du temps, toutes les techniques qu'on montre dans les cours de self-défense, notamment les coups dans les parties, c'est pas des coups qui sont forcément efficaces parce que ça nous plie pas, quoi, en fait. Ah oui, c'est ça. C'est surtout qu'en self-défense, ils se basent toujours sur un truc, c'est que dans leur discours, si on prend un coup dans les parties, on va forcément se pencher en avant, ce qui est faux. J'ai déjà vu des mecs juste se mettre comme ça et se jeter au sol et ils se sont pas retrouvés en avant, quoi. C'est possible, mais ça paraît être la chose la plus logique, mais ça n'arrive pas forcément. Et encore, comme il dit, il faut bien le placer parce que Après, si tu le places mal, la c'est gestion chaud. de la douleur dont il parlait, et là, je suis entièrement de son avis. C'est que quand tu es en cas réel de conflit, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus. Donc, tu as mal, tu serres les dents, mon petit. Tout ce que tu veux, c'est que tu vas être vivant à la fin du conflit. Et comme il dit, je l'ai assisté réellement. Le gars, il a pris un coup de couteau, il lui a perforé le poumon. On s'est rendu compte qu'il avait perforé le poumon que quand... Et le pire, c'est moi qui lui enlève le couteau, à celui qui le plante. Que quand le blouson était rouge, on ne l'avait pas vu. Et le gars, il continuait. Après, par contre, il a fini à l'hôpital à Bordeaux. Il était en train de mourir. Mais comme il dit, je suis entièrement de son avis. L'adrénaline, elle est à tel point que ça annule totalement toutes les douleurs. Et puis surtout, tu as l'instinct de survie. T'as mal, on t'a mis un coup de pied dans les parties. Là, il n'y a pas un arbitre qui va dire c'est bon, t'as 10 secondes à attendre. Là, tu serres les dents et tu vas au charbon quand même. Parce que ça, c'était un des arguments de Frank Ropers, mon poteau, qui disait, mais regarde, dans les sports de combat, dès qu'il y en a un qui est touché au parti, il se plie en deux. Il se plie en deux parce qu'il a la possibilité de se plier en deux. Quand on est dans une situation de survie et qu'on est on nous tape dans les parties, on n'est pas là à se dire ah ouais, il y a quelqu'un qui va nous sauver, il y a un arbitre qui va nous sauver, donc je peux me permettre de me plier en deux. Tu continues parce que tu sais que c'est la survie et que t'as pas le choix en fait. Et c'est pas un coup dans les parties qui va te plier en deux parce que t'as mal. Et surtout un combattant, il sait qu'il va profiter de ce temps-là pour récupérer. Donc, et puis, il va pouvoir tenir plus de 10 secondes. Si tu as mal dans les parties, comme c'est la faute à l'autre qui n'a pas su gérer le combat, eh ben, l'arbitre, même si tu prends 20 secondes à faire style que tu as mal, en fait, tu récupères. Ça, c'est des astuces du combat. Hein. Ouais. J'aimerais savoir quel a été ton plus dur combat. Mon plus dur combat, j'en ai eu plusieurs parce que je dirais un combat où j'étais pas bien psychologiquement avant le combat, plein de contextes perso qui ont fait que j'étais pas bien dans ma tête en tant que combattant et je me suis retrouvé face à un Brésilien qui était chaud bouillant et je me suis retrouvé dans la cage et me demandais ce que je foutais là. Et psychologiquement, si t'es pas là et que tu te poses ces questions-là et que tu vas affronter un mec qui veut t'arracher la tête, c'est compliqué à gérer. Donc, c'est des sentiments que je n'avais pas forcément l'habitude de ressentir avant le combat, notamment une peur, la peur de l'adversaire, par exemple.
Ça, c'est un truc que je n'avais pas l'habitude de ressentir. Et je l'ai ressenti et c'était un sentiment dégueulasse. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, les amis, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Cyril Diabaté sur les réseaux sociaux. Il y a son club à Paris. Il est sur la chaîne Gong également, dans l'émission La Fine Équipe. Il a des vêtements. Donc, vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas. Il y a Seb et Ahmed qui ont également des réseaux sociaux. Jean-Marc aussi. Il y a le site internet de la salle Ikigai Academy qui s'affiche à l'écran et qui se trouve dans la description. À bientôt les amis.